Bonjour, on termine aujourd'hui une partie de notre leçon, le développement et perspectives d'évolution. On s'est arrêté la dernière fois au niveau des notions de base et on a défini la croissance et quelques notions relatives à cette croissance et le développement. Maintenant, on passe à une troisième notion. Et je vous invite à revoir la première vidéo pour comprendre le reste de cette leçon. Alors, on s'est arrêté au niveau de la notion du développement durable. Alors, le développement durable correspond au développement qui répond aux besoins présents d'un pays sans compromettre, sans mettre en question la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. C'est-à-dire, c'est un développement qui assure la satisfaction des besoins humains actuels, des générations actuelles, mais aussi des générations futures. Ici, on parle justement de la rationalisation de l'utilisation des matières, surtout énergétiques. Il ne faut pas que les générations actuelles, pour qu'elles assurent son développement, utilisent les matières premières énergétiques d'une manière abusive. Il faut penser aussi aux générations futures pour assurer la durabilité du développement. Sinon, alors c'est pour cela que les pays pensent à utiliser l'énergie solaire, à minimiser l'utilisation surtout des matières premières énergétiques. Et donc, pour assurer la durabilité, bien sûr, de ce développement. Aussi, la dernière notion de base, c'est le sous-développement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sous-développement? Un État est dit sous-développé si il est caractérisé par ces trois critères, qui est la médiocrité du niveau de vie moyen, la forte croissance de la population et une composition spécifique de la balance commerciale. Et on va détailler un petit peu sur chaque caractéristique. Pour la médiocrité du niveau de vie moyen, ça en relation avec l'indicateur de développement qu'on a déjà vu au niveau de la vidéo précédente. Et on a parlé dans ce niveau de vie, ou bien l'IDH en général, de la consommation, les critères de santé et l'éducation. Et donc, si le niveau de vie est moyen ou bien médiocre, faible, voire faible, il va être caractérisé par une faible consommation alimentaire, vu même une malnutrition et de famine, majaa. Aussi une faible espérance de vie, vu l'augmentation du niveau de la mortalité, et l'analphabétisme. L'analphabétisme ici, alors avec un taux élevé d'analphabétisme ou bien un taux moins élevé de l'alphabétisme. Le deuxième critère, bien la deuxième caractéristique, c'est la forte croissance de la population. Ici, on parle de la croissance démographique et surtout un nombre très élevé des jeunes. La dernière critère aussi du sous-développement, c'est la balance commerciale qui se caractérise par un déficit chronique. Toujours, on va revoir cela au niveau du reste de la leçon, c'est que toujours la valeur des exportations sont moins que la valeur des importations et cela rend toujours la balance commerciale en déficit chronique. Voilà pour la notion de sous-développement. On passe maintenant à une terminologie qui se base sur ces critères de sous-développement et on va voir qu'on peut classifier les pays selon quelques critères pour dire que les pays sont
classés parmi les pays du tiers-monde, pays du Sud, les pays moins avancés, en voie de développement ou en développement, les pays émergents et les pays. On va détailler par la suite chaque notion, mais avant, il faut souligner un élément très important. C'est qu'on peut classifier un pays parmi deux types de classification. Ça veut dire qu'on peut trouver un pays de Sud qui se caractérise par aussi les caractéristiques des pays moins avancés. Donc, un pays peut être un pays du Sud, un pays moins avancé, un pays du tiers-monde. Donc, les critères, il y a une relation entre ces critères. On va classifier les pays qui sont un peu proches de terminologie en relief ou bien en relation. Le premier critère, bien la première classification, c'est les types de pays du tiers-monde. Pourquoi ils sont considérés comme des pays du tiers-monde? Parce que en économie, on peut dire que les pays du monde sont classés en deux classifications en général. C'est les pays capitalistes et les pays socialistes. Capitaliste, ça veut dire qu'il se base sur le capital, le capitalisme. Socialiste, ça veut dire qu'ils ont une voie de la protection sociale, etc. Ces pays du tiers-monde sont des pays qui ne peuvent s'intégrer ni au niveau du bloc des capitalistes, ça veut dire des pays capitalistes, ni parmi les pays socialistes. Donc, une troisième voie qui est un peu à part entière. Donc, il désigne des pays un peu qui ne peuvent ni intégrer parmi les uns ni parmi les autres. Les deux types, pays du Sud et pays moins avancés, ils ont un petit peu des critères en commun. Les pays du Sud caractérisent justement la majorité des pays qui sont situés en Afrique subsaharienne. Donc, c'est des pays qui souffrent de quelques éléments, de quelques critères, comme la pauvreté surtout, la malnutrition, des critères sanitaires qui sont un peu défavorisés. Pour les pays moins avancés, ils sont aussi des pays comme les premières, ils sont défavorisés, les plus défavorisés de la planète. Comme j'ai dit tout à l'heure, ces pays moins avancés peuvent aussi être des pays du Sud. Ça veut dire qu'on peut trouver un pays subsaharien qui peut être aussi un pays moins avancé. Donc, ces pays-là se caractérisent par un faible niveau de revenus par habitant qu'on a déjà calculé au niveau de la première vidéo. Alors, le revenu par habitant, bien le PIB par habitant, bien le RNB par habitant. Un taux d'alphabétisation inférieur à 20%, donc un taux d'analphabétisation qui peut atteindre les 80%. Ça veut dire que 80% de la population de ces pays moins avancés sont des analphabètes. En général, sont des analphabètes. Ce qui donne un indice qui est très, très, très dangereux pour ces pays. Aussi, un très faible poids du secteur industriel, puisque ces pays-là se basent sur leur économie, sur ce qui est traditionnel et surtout l'agriculture avec bien sûr des moyens qui sont très traditionnels. Et le dernier élément, c'est des perspectives de développement très limitées. Ici, on fait référence aux stratégies de développement qu'on n'a pas encore déclenchées. Ça veut dire que ces pays-là n'ont pas des stratégies au niveau de l'industrie, au niveau du fait de sortir de cette situation de sous-développement. Ils ont des perspectives, ça veut dire
آفاق ما عندهمش طموحات pour sortir de cette situation à une autre situation plus favorisée. Passe maintenant à l'autre typologie des pays, les pays en voie de développement et les pays en développement. Il y a une différence. En voie de développement, ça veut dire que ce sont des pays qui ont des critères dans une situation économique, des critères de décollage économique. Ils commencent à être dans la voie pour se situer parmi les pays en développement. Mais pas encore. Ils n'ont pas encore arrivé au stade pour dire qu'ils sont des pays en développement. Mais ils présentent des caractéristiques de décollage, des taux de croissance plus ou moins élevés, des indices de développement humain qui est plus favorisé par rapport à la situation précédente, mais ils n'ont pas encore arrivé à être des pays en développement. Mais qu'est-ce que ça veut dire pays en développement? Ce sont des pays qui sont caractérisés par la Banque mondiale par un processus de développement déjà avancé. Ils ont parcouru un processus de développement dans un stade avancé. Mais en comparant ces pays en développement avec les pays industrialisés, ils restent sous-développés. Parce que toujours, il faut faire une comparaison. Comparaison entre les pays, par exemple, moins avancés et les pays du Sud. Les pays moins avancés sont sous-développés par rapport aux pays du Sud. On peut dire que les pays du Sud sont des pays moins avancés et sous-développés par rapport aux pays du tiers-monde. Les pays en développement peuvent être considérés comme des pays sous-développés par rapport aux pays industrialisés. Donc toujours, il faut faire une comparaison entre un pays et un autre. Même s'ils ont arrivé à un stade très, très avancé du développement, mais ils restent sous-développés par rapport aux pays industrialisés. Ce qui nous guide à parler des pays émergents et des NPI. Les pays émergents, ici, on ne fait pas référence aux indices de développement, mais on fait référence plutôt aux indices de croissance économique. Donc, ces pays émergents, ils se caractérisent par un taux de croissance économique. Donc, ici, sont des pays qui se basent sur ce qui est économique, ce qui est quantitatif, mais pas ce qui est qualitatif, comme le développement. Et comme on a dit, c'est des changements sociaux, politiques, même environnementaux. Mais ces pays-là se basent sur ce qui est économique, croissance économique seulement, mais avec des taux de croissance économique élevés, tels que le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Mais je vais souligner seulement un point, c'est que les taux de croissance économique élevés, pas toujours un élément favorable pour le pays. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, ces taux de croissance deviennent saturés. À travers le temps, chaque année, on enregistre un taux de croissance plus élevé par rapport à l'année précédente et vice-versa. Mais à un stade, à une année bien déterminée, on arrive au stade de maturité. Ces taux de croissance ne s'élèvent plus. La saturation des taux de croissance économique, c'est pour cela que le développement est une notion plus globale, plus qualitative et plus importante que la croissance économique elle-même. La dernière classification, c'est les NPI. Ils sont connus par les 4 dragons et les pays d'Amérique latine. On va voir pourquoi ils sont considérés déjà comme des pays industrialisés. Alors les 4 dragons, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour et Hong Kong sont connus, vous devez les connaître. Ainsi que certains pays de l'Amérique latine. Regardez, vous avez ici Mexique, Brésil et Argentine. Le Brésil, si vous remarquez, c'est un pays nouveau industrialisé et un pays émergent à la fois. Donc,
Voilà un pays qui se peut classifier parmi deux types de pays sans aucun problème. Alors ces pays-là se caractérisent par un rythme de croissance élevé, comme les pays émergents, mais le poids important de l'industrie dans le PIB qui a donné cette dénomination aux nouveaux pays industrialisés. Donc, leur économie se base surtout, leur production nationale, intérieure plutôt, se base sur l'industrie. Et bien sûr, cette industrie favorise un degré d'ouverture sur l'extérieur par des exportations d'industrie, par l'exportation de la production intérieure basée sur l'industrie. Donc, on a terminé avec les notions de base et on passe à le deuxième élément, c'est les indicateurs du sous-développement. On a vu les indicateurs du développement au niveau des notions de base. Maintenant, les indicateurs du sous-développement. Ils peuvent se classer entre indicateurs économiques et non économiques. Donc, les indicateurs, on commence par les indicateurs économiques. Ça veut dire indicateurs, ça veut dire des caractéristiques. Les caractéristiques du sous-développement, c'est les caractéristiques par quoi les pays sous-développés se caractérisent économiquement. Par, premièrement, la faiblesse de la productivité et le taux d'investissement aussi faible. La productivité, comme vous la définir toujours, donc la productivité ou bien les gains de productivité, la croissance ici, se base seulement sur la quantité, non pas le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée créée. Deuxième caractéristique, un déséquilibre de la balance commerciale. Alors, justement, avant de terminer les indicateurs, vous pouvez seulement mémoriser, prendre seulement note. Parmi les indicateurs, vous pouvez prendre seulement 3 ou 4. Vous n'êtes pas obligé de les citer tous. Ces indicateurs, vous pouvez avoir seulement les indicateurs que vous pouvez mémoriser facilement. Même au niveau de l'examen national, si vous n'avez pas ces indicateurs au niveau des documents et vous êtes appelé à les citer, on vous donne de citer seulement 2 ou 3 critères, pas plus. Mais puisque c'est une leçon, on devrait normalement les citer toutes. D'accord? Donc le déséquilibre de la balance commerciale, par quoi il est parvenu? Par tout simplement que ces pays sous-développés, au niveau de leurs échanges commerciaux, ils exportent des produits de base, prioritairement des produits de base, les matières premières, les produits agricoles, l'énergie. Ces produits exportés, ils intègrent peu de valeur ajoutée, donc une valeur ajoutée médiocre, et donc qui va diminuer la valeur des exportations. Maintenant, les importations. Qu'est-ce qu'il importe? Si pays sous-développés, qu'est-ce qu'il importe? Il importe des biens industriels, des biens d'équipement. Surtout les biens d'équipement et généralement le pétrole comme un pays énergétique. Ce qui va donner un déséquilibre au niveau de la balance commerciale, vu que les importations sont de forte valeur ajoutée alors que les exportations sont de faible valeur ajoutée. Vous devez avoir cette idée parce qu'on aura besoin au niveau des stratégies. Maintenant, ce déséquilibre de la balance commerciale va nous guider à l'indicateur économique de la faiblesse des recettes tirées de l'exportation, puisque les exportations sont de faible valeur ajoutée, les recettes seront faibles. Et donc, puisque les recettes sont faibles,
cela impose au pays le surendettement qui pénalise le financement de la croissance. Les pays surendettent pour équilibrer un peu, disons, les avoirs, ce qui pénalise le financement de la croissance. Le quatrième critère, c'est le dualisme économique. Le dualisme économique, c'est au niveau de la production elle-même. La production, bien, surtout l'industrie, l'agriculture, il y a une coexistence de l'activité moderne et traditionnelle. Il y a les deux. On se base sur des biens d'équipement modernes, mais aussi on se base sur ce qui est manuel et traditionnel. Donc ce dualisme au niveau de la production n'est pas favorable puisque là, il n'y a pas un effet d'entraînement. Le modèle, bien sûr, si on se base sur des biens modernes, la productivité augmente, il y a des gains de temps, il y a des rationalisation des facteurs de production, diminution des coûts. Alors que si on se base sur ce qui est traditionnel, ça va entraîner bien sûr un manque de temps et donc tous les avantages de ce qui est moderne vont être nuancés. Et donc ce dualisme économique, vous pouvez avoir dans les documents seulement le mot dualisme économique. Donc rappelez-vous seulement qu'est-ce que ça veut dire dualisme économique. Dualisme, ça veut dire l'existence de deux éléments au niveau de la production. On se base sur ce qui est moderne et ce qui est traditionnel. Aussi, l'importance de l'économie informelle, et cela dû à plusieurs facteurs. Donc, l'économie souterraine, l'économie domestique, les raisons, bien les facteurs sont multiples. Et surtout ici, l'augmentation, bien les taux d'impôt, les taxes sont très élevés. C'est pour cela que les producteurs favorise qui est souterraine et informelle au lieu de payer l'impôt à l'État puisque les taux sont très élevés. Ça, c'est parmi les facteurs. Donc, l'économie informelle, bien sûr, ça diminue les recettes de l'État. Il a beaucoup de problèmes au niveau de l'économie. Le dernier indicateur, la part importante des actifs employés dans l'agriculture. Ici, je vais faire une petite liaison entre les caractéristiques du chômage et cette idée-là. Donc, l'importance part des actifs employés dans l'agriculture, malgré qu'il y a une exode rural, la concentration urbaine, donc les personnes, bien les économies sous-développées se basent sur ce qui est agriculture et cela peut donner une explication pourquoi le chômage est caractérisé par un chômage élevé chez les urbains et non pas les ruraux, puisque au niveau rural, les personnes travaillent dans ce qui est agriculture, surtout comme dans des pays comme le Maroc. Et donc, pour des indicateurs économiques, seulement vous pouvez, si vous voulez, la faiblesse de la productivité d'investissement, le déséquilibre de la balance commerciale et le dualisme économique, vous pouvez ajouter même l'importance de l'économie informelle. Seulement, pour le reste, vous pouvez ne pas les mémoriser, mais comme j'ai dit, c'est une leçon que vous devez connaître. Mais pour mémoriser seulement ces 3 ou 4, pas plus. Maintenant, les indicateurs non économiques. Et on aura des critères, bien des indicateurs humains et des critères ou des indicateurs sociaux. Pour les indicateurs humains,
Le premier indicateur, c'est que la grande majorité des pays pauvres souffrent encore du phénomène de surnatalité. Une famille peut avoir 3 ou 4 petits-enfants, donc une surnatalité. Donc un problème ici de transition démographique. Et surtout, bien sûr, c'est un critère humain, c'est un problème qui se pose pour les pays sous-développés. Et voilà le paradoxe. Pour les pays développés, vous pouvez avoir seulement un enfant par famille, alors que pour les pays sous-développés, ils préfèrent avoir beaucoup d'enfants. Le deuxième critère, c'est la mortalité infantile. La mortalité infantile élevée, c'est ici, tout simplement, c'est le nombre des enfants qui meurent juste après l'accouchement. Donc, la mortalité, le nombre d'enfants qui meurent avant de terminer les 6 ou les 4 mois. Et bien sûr, les espérances de vie faibles, vu qu'il y a des problèmes sanitaires, santé, etc. Ça, c'est pour les critères humains. Et les critères sociaux, la forte croissance démographique dont on a parlé, une population jeune. Les critères sociaux, les critères humains sont un peu liés. On peut les classifier seulement sous forme de critères non économiques, même si en économie, tout est lié. Ce qui est juridique est lié avec ce qui est économique, ce qui est social, ce qui est environnemental, ce qui est humain. Donc c'est un peu difficile de faire une classification. Tout est lié en économie. Deuxième critère social, c'est le dualisme social. Ici, le dualisme social veut dire tout simplement les inégalités. Les inégalités en termes de quoi? De répartition des revenus. Le dualisme social, ça veut dire qu'il n'existe pas une couche sociale médiane. Il existe les riches et les pauvres. 2 couches sociales qui existent au niveau des pays. Bien sûr, toujours on parle ici des indicateurs de sous-développement. Les pays sous-développés souffrent de ce problème de dualisme. Les riches et les pauvres, vu les inégalités de répartition des patrimoines et des revenus. Donc la couche sociale médiane, au milieu, presque n'existe pas. Aussi les problèmes urbains. Les problèmes urbains, on peut les observer facilement au niveau des infrastructures, problèmes de déchets, problèmes de chômage, problèmes d'insécurité aussi. Cela est lié, bien sûr, l'eau, l'électricité. Cela est lié à la forte croissance de la taille des villes. Surtout les grandes villes sont devenues de taille colossale du fait de l'exode rural. L'exode rural, il y a le hijra al-qarawiyya. Donc, les personnes préfèrent de voyager de la campagne vers la ville. Donc, les villes deviennent très grandes. Ça pose des problèmes au niveau urbain. L'autre élément, c'est la faiblesse des taux de scolarisation et l'alphabétisation. Donc ici, c'est un problème posé pour les pays sous-développés. Ça, c'est un critère et c'est une raison aussi que ces pays restent des pays sous-développés puisque le taux de scolarisation, le taux d'analphabétisation est élevé, le taux de scolarisation est très faible. Aussi, alors le critère social du chômage, vous pouvez revenir aux conséquences du chômage, surtout pour les pays sous-développés, et le travail des enfants. Ça, c'était aussi un élément qui est normalement interdit au niveau mondial. Et le dernier critère, c'est un régime autoritaire, un régime politique autoritaire par rapport, par exemple, aux pays industrialisés ou développés. Même pour ces critères non économiques ou des critères sociaux, vous pouvez mémoriser seulement quelques critères. Vous n'êtes pas obligé à mémoriser tous ces critères, même si vous aurez des
des questions de synthèse qui a des relations avec le développement, vous n'êtes pas obligé de citer tous ces critères. Donc, vous pouvez avoir seulement la forte croissance démographique, parler un peu des problèmes urbains, les inégalités et l'analphabétisme. Même, vous pouvez parler de chômage, si vous voulez. Et donc, voilà, pour cette deuxième partie. On va voir la prochaine fois les théories. Les théories du sous-développement. Mais je vous invite à voir et à revoir la première vidéo pour avoir cette fil conducteur. Merci.